Dans la jungle des bacs à sable réside un étrange spécimen. Aussi féroce que doux. Une petite affaire rigolote qui peut rapidement se transformer en animal de proie. Prenez garde, son attitude peut changer d'un moment à l'autre. Découvrez avec nous le Tipou d'Amérique. Avertissement. Ce livre contient des informations confrontantes. Allô, ici Sarah Hamel. Je suis psychoéducatrice, maman et autrice de ce livre et je veux juste te dire que ça se peut que tes pratiques parentales ou ta compréhension des comportements de ton tipou soit complètement différente de ce que je vais expliquer dans ce livre. Ça se peut que ce soit dérangeant de me lire. C'est normal. Je suis passée par là, moi aussi. Il y a plusieurs années, je recommandais de mettre en retrait les enfants en crise. Je suggérais des tableaux de récompense. Je mettais l'accent sur les conséquences logiques, même que je reconnais aujourd'hui avoir trop stimulé mon enfant. Dans les prochains chapitres, tu vas comprendre pourquoi ces recommandations ne sont plus au goût du jour et pourquoi j'ai choisi de m'éloigner de ces pratiques. Mais je veux d'abord que tu saches que t'es pas un parent de chenoute parce que tu utilises ces techniques. Tout comme moi, j'étais pas une psychoéducatrice de boîte parce que je les recommandais. Je veux donc que tu saches qu'il n'y a pas la moindre pointe de jugement dans mon contenu. Tu es un excellent parent. Tu es la meilleure personne pour élever ton enfant et tu es bourré de compétences, même si tu fais totalement le contraire de ce que je propose dans mon livre. Je t'invite donc à m'écouter avec ouverture et curiosité, tout en accueillant l'inconfort que ça peut te faire ressentir par moments. Parce qu'en fin de compte, ce qui est merveilleux de l'humain, c'est sa capacité à évoluer. Au fait, pendant ton écoute, ça se peut que tu entendes des petites scènes documentaires enregistrées avec le tipou de ma réalisatrice. On a aussi fait appel à un enfant acteur pour illustrer certains moments du livre. Je veux juste te dire que personne n'a été blessé durant l'enregistrement. En tant que parent, on est confronté à énormément de défis. Dans ce cas-ci, on inclut la personne qui parle parce que je fais partie de la gang. Je suis moi-même maman, puis je peux te dire que le fait d'être psychoéducatrice, ça me met pas à l'abri des défis de taille qu'apporte la parentalité. Je sais pas pour toi, mais personnellement, je trouve que c'est pas évident de se retrouver dans l'océan de conseils qu'on entend un peu partout. Dans le Tipou d'Amérique, on va regarder ensemble pourquoi les trucs, ça marche rarement, même quand on les applique à la lettre. Puis je vais te proposer une approche différente pour t'aider à mieux comprendre le développement de ton enfant et ses besoins affectifs pour changer ta perception des comportements dérangeants et ainsi t'éviter de tomber dans le piège du « Oh, le petit! Il me cherche! Il me cherche! » Il fait exprès, là. Regarde, il fait exprès. Va falloir casser ça, ce comportement-là, puis rapidement. Je sais qu'il me manipule. Regarde, il me manipule. Donc, c'est ça. Après avoir écouté mon livre, tu seras plus outillé pour voir au-delà des agissements problématiques puis pour saisir ce qui se passe réellement dans le cerveau et dans le cœur de ton tipou quand il fait quelque chose de pas correct entre très gros guillemets. Commençons par le commencement. L'analogie de la toux. Souvent, les gens qui me consultent me demandent... Sarah, qu'est-ce que je fais quand mon enfant fait... Puis ma réponse est toujours la même. Aucune espèce d'idée. La raison est simple. Si on veut intervenir efficacement, on ne doit pas intervenir sur le comportement, mais sur la raison qui se cache derrière ce comportement. Je m'explique. Un comportement problématique, c'est comme la toux. C'est un symptôme. Quand tu vas voir le médecin pour une toux, il va pas juste te dire de faire attention pour tousser moins ou de faire un effort pour te retenir. Voyons, faites un effort. Vous voyez bien que ça dérange. Ah ben oui, étouffez-vous en silence. Ben c'est pareil pour un comportement. La toux cache quelque chose. Une bronchite, une pneumonie, un rhume, la maudite COVID, de l'asthme. Personne tousse pour le fun. Il y a une raison qui explique la toux. Même chose avec un comportement. Ton enfant a toujours une raison de se comporter comme il le fait, même si ça te gosse, s'il vous plaît. Ton médecin ne va pas traiter ta toux, qui est le symptôme. Il va traiter la raison de ta toux, qui est le réel problème. Même chose avec un comportement. Par exemple, pour obtenir des résultats à long terme, on ne doit pas simplement intervenir sur le fait que ton enfant se lève 75 fois après que tu l'aies couché. Ça, c'est le symptôme. On doit intervenir sur le pourquoi il se lève 75 fois après que tu l'aies couché. Ça, c'est le réel problème.
Quand on intervient sur le comportement de l'enfant, c'est l'équivalent de donner une pastille à quelqu'un qui tousse. La pastille, ça peut faire un effet puis faire diminuer la toux sur le coup, mais ça va pas régler sa bronchite. Même chose avec un comportement. Par exemple, si tu utilises un système de récompense pour pas que l'enfant se relève une fois couché, Mettons que je te donne un chocolat. Tu vas au dodo puis tu te relèves pas, hein? Tu me promets? Oui, maman, promis. ça peut fonctionner pendant quelques soirs parce qu'il se force bien fort pour pas se lever. Faut pas que je me lève, faut pas que je me lève. Sois fort, endors-toi, 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 endors-toi. Comme quelqu'un qui ferait des efforts pour pas tousser ou qui tousserait pas sous l'effet de la pastille. Très souvent, ça ne dure pas. Maman, 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 maman. Oh, Maman? pourquoi? Il recommence à se relever 75 fois par soir, tout simplement parce que tu es intervenu en surface et non sur le besoin caché derrière le comportement. Pour qu'une intervention soit efficace à long terme, elle doit cibler le bon besoin. Juste pour rendre les choses encore plus compliquées, un même comportement peut cacher différents besoins à différents moments. Par exemple, un enfant qui suce son pouce peut le faire pour répondre à un besoin de stimulation orale, mais à un autre moment, il peut le faire pour se sécuriser ou pour s'apaiser avant de s'endormir. L'intervention appropriée dépendra donc du besoin auquel le comportement vise à répondre. Juste lui dire de lâcher son pouce ou de se retenir pour pas le sucer, c'est intervenir sur le comportement. C'est pas efficace à long terme parce que cette façon de faire-là ne règle pas la problématique. Je le sais que c'est pas efficace parce que mes parents me répètent de cesser de ronger mes ongles depuis presque 35 ans sans succès. C'est pourquoi il n'existe pas de truc universel pour régler un comportement et qu'il faut se méfier des phrases du genre « Votre enfant fait ça? Essayez ce truc en 3 étapes faciles pour briser cette mauvaise habitude. » Chaque situation est unique et mérite qu'on s'y attarde pour bien comprendre le besoin dissimulé derrière le comportement. Généralement, derrière un comportement se cache une de ces 3 choses. 1. Une émotion. 2. Une habileté non acquise. 3. Un besoin non répondu. Ce livre vise donc à donner des pistes d'explication possibles derrière les comportements problématiques et surtout à déterminer comment 1. Aider l'enfant à apprivoiser ses émotions. 2. Fournir à Tipou les conditions favorables au développement optimal de ses habiletés. 3. Répondre aux besoins qui se cachent derrière le comportement problématique. Au fait, je tiens juste à te dire que ce livre, aussi merveilleux soit-il, ne remplacera jamais une évaluation par un professionnel. Si tu es inquiet par rapport à ton enfant, n'hésite pas à consulter. Chapitre 1. Le cerveau du Tipou d'Amérique. Un cerveau immature. Pour bien comprendre cette fascinante et épuisante créature qu'est le Tipou d'Amérique, il faut d'abord s'intéresser au fonctionnement de son cerveau. Avant d'entrer dans l'exploration de son merveilleux cerveau, je vais lâcher quelque chose qui fera pas l'affaire de ben du monde, mais j'ai besoin de me vider le cœur une fois pour toutes. On a des attentes envers les enfants qui sont complètement irréalistes quand on considère leur développement cérébral. Le clash entre nos attentes et leur réel potentiel est exactement la raison de ce qu'on appelle les écarts de conduite ou de ce qu'on va considérer comme des mauvais comportements. Mettons que nos attentes sont là et que le potentiel actuel du Tipou est là. Tu vois ce que je veux dire? Non. OK, je t'explique. Comme on s'attend à ce qu'ils répondent à nos attentes et qu'ils ne le font pas parce qu'ils en sont incapables, on vit de la frustration. Puis avec raison, c'est fâchant quand les choses se passent pas comme on veut. Et c'est là qu'on pogne les nerfs. D'ailleurs, plus l'écart entre nos attentes et le potentiel de l'enfant est grand, plus il sera difficile pour ce dernier de répondre à nos attentes et plus on risque de perdre patience. On sait qu'un 2 ans se prépare pas tout seul avant d'aller à la garderie. Donc, on ajuste nos attentes en fonction de son potentiel. On pallie son immaturité en l'aidant. Par contre, quand un 4-5 ans met 30 minutes à s'habiller le matin, on trouve ça très irritant parce qu'on dit qu'il devrait être capable de le faire plus vite. Si ton souhait, c'est qu'il s'habille en 5 minutes mais qu'il le fait pas, il y a une raison derrière ça.